Bienvenue dans cette série de podcasts proposés par l'ACEI, l'Alliance pour une communauté éducative inclusive. En 2021, la CEI, en collaboration avec des chercheurs de l'Université d'Ottawa, a mené une recherche auprès des membres enseignants francophones immigrants œuvrant en français langue seconde, notamment FLS. Ce projet a révélé des besoins concrets et formulé des recommandations clés. À travers cette série, nous souhaitons répondre à vos questions, vous soutenir face aux défis rencontrés dans les programmes de FLS et vous outiller pour rayonner votre plein potentiel professionnel et promouvoir la langue française dans les écoles anglophones. Merci à l'équipe de la CEI et au ministère du Patrimoine canadien pour leur soutien précieux. Bonne écoute. Avec nous aujourd'hui, un invité spécial qui va se présenter. Bonjour. Bonjour, bonjour Diana, je m'appelle Éric Quenet, je suis directeur adjoint au sein d'une école de langue française en Ontario. Je suis aussi formateur d'enseignants de français en français langue seconde à la faculté d'éducation de l'Université Brock. Et par ailleurs, je suis doctorant en études francophones à l'Université York et une bonne partie de ma recherche porte naturellement sur le développement professionnel des enseignants de français langue seconde, des enseignants tout simplement. Et je suis originaire du Cameroun. J'ai exercé dans plusieurs pays. J'ai commencé ma carrière au Cameroun comme enseignant de français langue seconde, d'anglais langue seconde aussi. Et ensuite, j'ai cheminé un tout petit peu en Europe, Belgique et Angleterre. Et depuis 2009, je suis installé au Canada. Et je consacre une grande partie de mes recherches et de mes projets dans l'accompagnement des enseignants formés à l'étranger, mais aussi des enseignants tout simplement au sein de nos écoles, dans ce qu'on appelle très souvent des enseignants francophones en contexte minoritaire. Je suis aussi par ailleurs fondateur de IK Catalyst Global Solutions, dont l'un des mandats est de soutenir le parcours d'intégration, de professionnalisation et de rayonnement des enseignants, des éducateurs issus de l'immigration. Donc, je suis content d'être ici avec vous pour parler d'un sujet qui me préoccupe, un sujet qui me passionne. Et pour moi, c'est aussi apporter ma modeste contribution à bâtir cet édifice-là. Voilà. Merci, Monsieur Éric Quenet. Alors vraiment, nous sommes honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui et c'est tout un honneur. Et au nom de la CEI, bienvenue parmi nous. On va commencer par la première question. Quels sont les principaux défis auxquels font face les enseignants francophones issus de l'immigration dans le système éducatif en général? Donc, en d'autres mots, comment ces défis se manifestent et spécifiquement, si vous pouvez nous le partager dans le programme FLS, alors français langue seconde. Merci beaucoup, Diana. Avant de répondre à cette question, permettez-moi juste d'ajouter un petit élément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis directeur adjoint dans une école de langue française, mais avant cela, j'ai été pendant plus d'une dizaine d'années dans un conseil scolaire de langue anglaise où j'ai été enseignant de français langue seconde, chef de département, conseiller pédagogique, directeur adjoint, avant bien évidemment de retrouver un conseil de langue française. Ça veut dire en fait que j'ai cette double expérience, autant dans un conseil de langue française que dans un conseil de langue anglaise. Et parlant des défis que rencontrent les enseignants francophones issus de l'immigration, ils sont nombreux. Et pour moi, je vais commencer par dire quelque chose de très pertinent. Être un enseignant francophone qui est issu de l'immigration, c'est non seulement embrasser une vocation noble dans un système qui est souvent complexe, mais aussi déroutant. Et pour moi, l'entrée dans le système éducatif canadien s'accompagne d'un ensemble d'attentes implicites qui sont très rarement énoncées de façon explicite, parce qu'on vient avec ce bagage-là. On suppose que nous connaissons déjà les codes sociaux ici au Canada, quel que soit le conseil scolaire dans lequel on va œuvrer.
on suppose que nous connaissons déjà les normes pédagogiques, on suppose que nous connaissons déjà les pratiques évaluatives et même certaines dynamiques tacites de communication professionnelle. Donc, c'est autant de choses qui rendent un tout petit peu la chose complexe du point de vue de l'intégration, surtout pour les enseignants francophones. Et particulièrement lorsque on parle d'une école de langue anglaise. Donc, il y a à côté de cela aussi le défi de la langue et de la culture. Et à côté de ça, Diana, viennent s'ajouter les biais de perception qui sont liés à l'accent, que ce soit dans un conseil de langue française ou de langue anglaise. La question de notre accent lorsqu'on s'exprime en français ou lorsqu'on s'exprime en anglais revient toujours et ça peut être déstabilisant. Il y a les biais de perception qui sont liés au pays d'origine, notre pays d'origine, parce que très souvent, les personnes avec lesquelles nous travaillons ont des informations erronées, biaisées des pays ou alors du pays dont nous sommes originaires, simplement parce que l'information dont ils ont à leur disposition est recoupée par des médias simplement. Et l'autre chose aussi, c'est la perception, alors tout simplement les biais de perception liés à notre trajectoire académique, parce qu'on essaie ici de nous mettre sur un même pied, on fait une certaine comparaison, et très souvent, tous ces éléments, tous ces biais réduisent, mais alors de façon fondamentale, souvent notre légitimité professionnelle. Et ça réduit cela à quoi? À notre passeport simplement, ou à notre ton de voix. Très souvent, c'est un peu cela qui se passe dans les milieux éducatifs. Et très souvent, on oublie que l'accent, c'est une richesse linguistique. C'est ce que j'apprends à mes étudiants à l'université, futurs enseignants, et même à mes élèves aussi. L'accent est une richesse. Et aussi, on ne faut pas qu'on oublie que l'accent, c'est le témoin du plurilinguisme vécu. Et ce n'est pas un défaut qu'il faut nécessairement corriger. Donc, si je veux commencer à adresser une litanie des défis que rencontrent les enseignants francophones issus de l'immigration dans le système scolaire francophone ou anglophone, alors ça nous prendrait pratiquement plus de 24 heures. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ce climat, le climat dans lequel ces enseignants évoluent, entraîne une fatigue sur le plan cognitif, une fatigue sur le plan émotionnel. Et ça, c'est très important parce que nous sommes très souvent interpellés ou alors appelés à, entre guillemets, prouver notre valeur. Prouver notre valeur. Et souvent, il faut en faire plus. Vous allez entendre cela dans des discussions des enseignants issus de l'immigration. Ils travaillent doublement, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. Et avec moins de ressources, naturellement. Et à la fin, les enseignants issus de l'immigration, dans le contexte francophone-anglophone, deviennent donc simultanément des éducateurs, des médiateurs culturels, des figures de résilience pour les élèves qui, comme nous, issus de l'immigration, se débattent avec leurs identités plurielles. Donc, je vais me limiter là pour parler des défis, juste pour dire en fait qu'ils sont nombreux. Mais voilà quelques-uns qui, à mon sens, sont importants de relever dans le cadre de ce balado. Merci beaucoup pour vraiment tous les détails et surtout les observations pointilleuses que vous nous avez apportées. Donc, je suis sûre que les auditeurs vont vraiment bien profiter de ce que vous avez dit et vraiment vous les emmener à une piste de réflexion. Et cela leur permettra de mieux se préparer pour cette nouvelle aventure qui les attend, qui n'est pas nécessairement seulement du positif, mais aussi du négatif. Mais comme on dit, quelqu'un de bien préparé en vaut 1000. Absolument. Passons à une autre question. Donc, quelles sont les spécificités des programmes de FLS en Ontario qui peuvent représenter des obstacles pour les enseignants francophones issus de l'immigration? C'est une excellente question. Je pense que en termes de spécificité, il faut déjà dire, avant de rentrer dans le fond de la question, qu'il est important pour les enseignants issus de l'immigration, avant même que de commencer à enseigner, de s'imprégner, d'avoir une bonne compréhension des différents types
de programmes de français langue seconde qui sont offerts. Parce qu'un enseignant d'immersion n'aura pas nécessairement besoin du même type de ressources qu'un enseignant d'un programme régulier qu'on appelle programme cadre. Donc, c'est important pour les enseignants issus de l'immigration de pouvoir se familiariser avec la typologie des programmes. Alors, pour revenir donc à la question portant sur les obstacles spécifiques, je dirais d'entrée de jeu que enseigner le français langue seconde en milieu anglophone, je vais prendre le cas, ou bien l'exemple de la province de l'Ontario, qui est la nôtre, c'est un milieu anglophone, donc enseigner dans un cadre comme celui-ci, c'est porter un combat quotidien à plusieurs niveaux. Ça rejoint un tout petit peu ce que j'ai dit à la première question, mais c'est aussi d'abord ici le lieu de parler de la motivation des élèves. Lorsque je discute avec beaucoup d'enseignants de français langue seconde, quelle que soit leur école, la question, alors la thématique de la motivation des élèves revient toujours à chaque fois. Et souvent, parce que cette motivation est absente, ou alors cette motivation est altérée par une vision que je qualifie d'utilitariste ou alors réductrice du français. Et comme vous le savez, en milieu minoritaire, on doit se battre pour la survie du français, on doit se battre pour la survie de la langue. Et même dans le monde de l'éducation, dans les conseils scolaires de langue anglaise, je parle d'expérience, le français langue seconde, ou alors le français de façon générale, a toujours été pour la plupart des cas relégué au second plan. Il n'est pas toujours la priorité. Et du coup, ça crée un gros défi pour les enseignants de français langue seconde et doublement pour les enseignants de français langue seconde issus de l'immigration. Parce que ce problème de motivation, ailleurs dans leur milieu de travail, dans leur pays d'origine, certainement, ce n'était pas un problème. Mais ici, c'en est un. Le français est perçu comme une matière parmi tant d'autres et rarement comme une passerelle vers une identité plurilingue, autant pour moi. Rarement comme une passerelle ou une ouverture sur le monde. Et c'est pour ça que j'interpelle toujours à chaque fois que j'ai l'occasion de parler du français langue seconde en Ontario et au Canada. J'invite toujours et mes futurs enseignants à penser global et à intégrer cette perspective d'identité plurilingue au sein de leur salle de classe. Parce qu'avec la diversité que nous observons de plus en plus dans nos salles de classe, c'est important qu'on puisse mettre en avant l'élément de l'identité plurilingue. L'autre chose aussi, j'ai parlé de l'ouverture sur le monde, c'est de permettre à nos élèves de voyager. Voyager sans, comme je le dis très souvent et trivialement, voyager sans se rendre à l'aéroport, en ramenant le monde dans nos salles de classe à travers la langue et la culture, la langue et les cultures francophones, parce qu'il n'y a pas une seule culture francophone. Et ensuite, c'est vraiment les contenus d'enseignement. C'est souvent très désincarné. Ils sont calqués sur des référents européens ou alors sur des référents québécois et ils ne reprennent pas suffisamment en compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, la diversité ethnoculturelle et linguistique des élèves ou alors la diversité ethnoculturelle et linguistique de la francophonie plurielle. Et donc, cette absence de représentativité crée un désengagement parce que ça devient un tout petit peu monotone. Et enfin, pour me limiter là pour cette question, on peut bien évidemment épiloguer pendant des heures et des heures là-dessus, mais un autre élément qui est important, c'est l'élément de la ressource, alors les ressources pédagogiques qui manquent cruellement de diversité, des ressources qui manquent de différenciation et de contextualisation. Et dans un contexte minoritaire comme le nôtre, où le français est déjà en tension avec la langue dominante, l'anglais, cette absence de soutien devient un frein au développement professionnel, mais aussi à l'épanouissement personnel des enseignants, particulièrement ceux issus de la diversité. Merci, M. Kearney, pour vraiment cette transparence et de démontrer une réalité qui est vraie
parce que vous l'avez expérimenté et ça permet encore une fois à nos auditeurs d'être mieux équipés lorsqu'ils traverseront cet univers justement de la francophonie en Ontario. Passons à une autre question que vous avez partiellement répondu, mais on va aller peut-être avec peut-être deux stratégies que je vous demanderais nommez-moi des stratégies que les enseignants francophones issus de l'immigration peuvent utiliser pour surmonter justement tous ces défis dont vous nous avez partagés. On va garder ça court, mais surtout pour mieux s'adapter à leur nouvel environnement professionnel. Donc, si on aurait à choisir deux stratégies, quelles deux stratégies vous pourriez partager à nos enseignants pour qu'ils s'adaptent mieux à leur nouvel environnement professionnel? Mais pour moi, la résilience est loin d'être un mot à la mode. Hein. C'est pour moi avant tout une posture professionnelle, intellectuelle, mais surtout existentielle, parce que quand on parle de résilience, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas juste de dire qu'il faut tenir bon, comme j'entends les gens dire ça et là, ou alors se réinventer en permanence. Mais pour moi, c'est deux éléments essentiels, ou alors trois, très rapidement. Oui. C'est investir les espaces de recherche collaboratifs. C'est très important parce que il faut être en mesure de pouvoir théoriser mes propres pratiques, ce que je fais en classe. Ça va te permettre d'avoir une meilleure compréhension et de devenir davantage résilient. L'autre chose, c'est vraiment de travailler, d'être ouvert à une co-construction, alors une construction d'une identité professionnelle plurielle. Ça veut dire quoi? C'est vraiment, pour moi qui viens du Cameroun originellement, je suis à la croisée de mes racines africaines et de mes engagements interculturels au Canada. Donc pour moi, cette identité ne doit pas rester figée, elle doit évoluer. Et c'est pour ça que lorsque je l'intègre dans mes stratégies, je m'offre au monde et j'embrasse le monde. Et dernière chose, c'est vraiment d'être en mesure d'aller chercher des mentors. Je pense qu'ultimement, c'est la stratégie qui est la plus gagnante. Aller chercher des mentors, tant au sein des universités que dans des milieux scolaires et même dans des communautés éducatives. Des personnes qui vont vous tendre la main, des personnes qui sont prêtes à vous embrasser, qui sont ouvertes et qui peuvent prendre de vous n'importe quelle question pour soutenir votre développement professionnel. Donc, il faut être vraiment ouvert à ces trois perspectives qui, à mon sens, vont pouvoir être très, très utiles dans le cheminement de carrière. Merci. Vous avez parlé un peu plus tôt de la résilience, donc c'est en lien avec la quatrième question que j'aimerais vous poser, mais on va un petit peu essayer de décortiquer ce mot. Alors, toujours avec des conseils. Donc, quels conseils donneriez-vous pour développer une attitude de résilience face aux défis liés à la diversité culturelle et linguistique des élèves en français langue seconde? De très belles questions. Je pense que ceux et celles qui vont écouter ce balado seront davantage édifiés sur la notion de résilience vraiment. Et ici, je veux mettre l'emphase sur l'élément de la résilience interculturelle. Pour moi, je recommande aux enseignants formés à l'étranger ou issus de la diversité de développer ce que j'appelle une hygiène réflexive. Cela peut commencer par un simple journal professionnel. Moi, j'écris beaucoup. Donc, c'est important de documenter. Et quand je documente, ça devient pour moi un espace où je consigne les observations que j'aurais faites tout au long de la journée, de la semaine, ou bien pendant un semestre. Je documente les réussites, je documente mes doutes et les pistes d'amélioration. Parce que si vous ne vous remettez pas en question à chaque fois, mais vous allez en fait avoir l'impression qu'il y a un lourd fardeau qui pèse sur vos épaules. Donc, être en mesure d'avoir cette pratique réflexive-là, c'est ce que j'appelle une hygiène réflexive. Et avec le temps, votre journal devient plus ou moins une boussole. Ça vous permet de réaliser d'où est-ce que vous êtes parti et comment est-ce que votre pratique a évolué. Ça permet en fait aussi de vous encourager à ne pas être hermétique et surtout à être ouvert à la rétroaction. Tout à l'heure, je parlais du travail avec les mentors. C'est ici que ça intervient aussi. Il est aussi fondamental, mais alors très, très important, de célébrer ses réussites, aussi modestes soient-elles. Oui. Vous savez, chaque jour, dans une salle de classe, dans une école, c'est
une aventure humaine avant tout, mais c'est une aventure humaine qui vient avec beaucoup de défis. Et lorsqu'on a la chance, lorsqu'on a l'opportunité de faire une avancée, aussi petite soit-elle, c'est important de célébrer cette réussite-là. Ça peut être une leçon qu'on a bien animée, ça peut être un élève qui progresse, ça peut être un collègue qui reconnaît notre contribution. Tous ces moments doivent vraiment être valorisés. Et lorsqu'on le fait, ça nous encourage à aller de l'avant. Et puis, pour moi, il est important de se fixer des objectifs réalistes, mais porteurs. Pas seulement des objectifs pour l'année scolaire, des objectifs sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Des objectifs qui permettent à la fois de rester dans le mouvement en tant qu'enseignant, mais c'est surtout aussi de nourrir l'ambition professionnelle. Parce que moi, je le dis toujours à mes élèves, à mes étudiants et à mes élèves, si au bout de 5-10 ans, dans votre pratique professionnelle, vous n'avez pas du tout évolué, alors ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment planifié. Oui, il faut profiter du moment, rester dans l'action, dans le mouvement en tant qu'enseignant, animer autant que faire se peut, mais aussi nourrir de l'ambition professionnelle. Ça nous oblige à grandir professionnellement aussi. Parfait. Alors, en parlant de justement grandir professionnellement, on sait qu'il n'y a pas d'enseignement sans pédagogie. Donc, ma prochaine question va porter sur la pédagogie, les normes de pédagogie. Donc, comment gérer les différences de normes pédagogiques et de pratiques éducatives aussi entre le système éducatif d'origine de l'enseignant et celui de l'Ontario? Donc, comment marier tout ceci? Excellente question. Je pense que la meilleure façon de répondre à cette question, Diana, ce serait parler un tout petit peu de mon vécu à moi. Parce qu'aujourd'hui, on parle des enseignants formés à l'étranger, des enseignants issus de l'immigration, mais je ne veux pas perdre de vue le fait que ça fait partie de mon vécu professionnel et personnel aussi. Et l'une des ruptures majeures que j'ai vécues concerne la philosophie pédagogique. Vous savez, comme je l'ai dit, j'ai été formé au Cameroun, à l'école normale supérieure, où, au sorti de la formation, vous êtes affecté, vous êtes désigné comme enseignant dans une école de la République. Ça veut dire techniquement que vous ne passez même pas d'entrevue, d'entretien d'embauche, parce qu'une fois que vous rentrez à l'école de formation par concours, vous êtes de facto, ça c'était à mon temps, vous êtes de facto considéré comme un futur fonctionnaire enseignant. Donc, une fois arrivé au Canada, c'était intéressant pour moi de voir une perspective différente du point de vue déjà de mon intégration au sein de l'école, mais c'est surtout aussi du point de vue pédagogique. Et dans mon contexte initial, comme je l'ai dit, l'enseignant était souvent magistral au Cameroun. Pour moi, c'était vraiment magistral, vertical, fortement axé sur moi, l'enseignant, l'évaluation sommative et la discipline formelle. Alors ici, et ça c'est l'une des différences qui est très importante, j'ai découvert en parlant de pédagogie, ici, qu'elle était plus collaborative. Ça veut dire en réalité que oui, vous avez un curriculum qui dicte, ou alors qui vous aide à appréhender comment est-ce que vous devez enseigner, mais vous êtes tenu de collaborer. Vous êtes tenu de collaborer avec des collègues qui enseignent plus ou moins la même matière pour enrichir votre propre pédagogie. Vous êtes tenu de collaborer avec des enseignants d'autres écoles dans la province pour savoir quelle est la pratique chez eux. Et vous êtes tenu de collaborer au sein des communautés de partage pour voir comment est-ce que les autres professeurs enseignants abordent une thématique comme l'identité francophone dans une classe de 9e année. L'autre chose aussi, c'est la différenciation du point de vue pédagogique. Ça, c'est quelque chose qui est super important. On ne peut pas parler au XXIe siècle d'enseignement et surtout de pratique pédagogique sans mentionner l'élément de la différenciation. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, manquait cruellement. Donc, ce sont ces différences qui ont tout simplement permis que je puisse m'arrimer progressivement. Et un dernier point peut-être que je souhaiterais partager dans le cadre de cette question, c'est surtout ce que j'ai découvert dans la perspective pédagogique, c'est vraiment cette approche fondée sur la co-construction du savoir avec les élèves. Avant, quand je commençais, je me disais, c'est moi qui fais tout, je planifie tout, et je viens tout simplement dicter à mes élèves ce qu'il faut se passer. Non. C'est important ici d'intégrer la notion de co-construction du savoir.
Oui, vous pouvez avoir déjà une idée des thématiques que vous allez enseigner tout au long de l'année scolaire, tout au long de votre semestre, mais c'est aussi important d'impliquer les élèves dans la co-construction de ce savoir. C'est quoi leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils aimeraient en fait à la fin du semestre avoir appris? Donc, c'est toute cette transformation qui m'a pris naturellement beaucoup de temps, mais c'est ça qui m'a permis d'avoir une meilleure compréhension du système et j'ai dû, je dois le confesser, désapprendre certaines pratiques. J'ai dû observer, j'ai dû écouter, j'ai dû expérimenter. Mais au finish, cela m'a beaucoup enrichi en tant qu'enseignant, en tant qu'être humain tout court. La CEI est au cœur de l'accompagnement des enseignants francophones issus de l'immigration. La CEI soutient les enseignants francophones issus de l'immigration pour favoriser la réussite et l'inclusion. Merci au ministère du Patrimoine canadien, notre bailleur de fonds, pour son soutien constant. Suivez-nous sur toutes nos pages X, LinkedIn, Facebook et YouTube et sur notre site web aceicanada.org. Merci, merci. C'est très riche et je pense que c'est pas que je pense, hein, je suis certaine que votre expérience va vraiment nourrir nos auditeurs. On va passer à un autre volet maintenant. On sait que oui, l'éducation, c'est la pédagogie. On a parlé de co-construction, donc on voit vraiment qu'ici, l'élève est au milieu de l'éducation. Il est le noyau, en fait. C'est notre client, si on veut le mettre comme ça aussi. Maintenant, parlons de la santé mentale, le bien-être, OK? Quels sont les outils et stratégies que vous pouvez recommander pour préserver son bien-être mental et émotionnel en tant qu'enseignant francophone issu de l'immigration, parce qu'il va y avoir des défis par rapport à cette immigration-là, par rapport à cette intégration-là. Vous avez partagé de nombreux défis, vous avez partagé aussi votre réalité. Donc, quels sont les outils, les stratégies que vous recommandez pour qu'on préserve cette santé mentale, notre bien-être émotionnel? Qu'est-ce que vous nous dites? Tout à l'heure, lorsque je parlais du milieu éducatif dans lequel nous évoluons, je mentionnais la complexité de ce domaine-là. Pas seulement le cadre physique, mais aussi les interactions avec les élèves, les interactions avec les collègues, les interactions avec l'administration, les interactions avec les parents et la communauté éducative. Et tout cela peut avoir un impact significatif sur notre bien-être, sur notre santé mentale. Et pour moi, pour revenir à une question précédente, je veux juste faire le pont pour dire la résilience dont j'ai fait évocation tout à l'heure passe aussi par un ancrage personnel. Et personnellement, pour moi, face à la pression qu'on a au niveau de l'institution, parce que vous êtes en fait, vous êtes employé parce qu'on attend de vous des résultats. Vous êtes employé parce qu'on voudrait que dans votre classe, vos élèves aient du succès. Vous êtes employé parce qu'on voudrait que vous apportiez quelque chose de nouveau dans l'apprentissage des élèves. Mais avec cela vient une certaine pression institutionnelle, qu'on le veuille ou pas. Avec cela aussi, dépendamment du milieu dans lequel on se trouve, viennent aussi certaines micro-agressions au quotidien. Tout à l'heure, j'ai parlé de nos accents, j'ai parlé de notre façon de nous habiller, j'ai parlé de ce que nous mangeons pendant la pause du dîner. Ça peut être en fait sujet à des micro-agressions. Moi, j'ai dû apprendre à me recentrer. C'est très important. Et je fais le lien avec la santé mentale. J'ai dû apprendre à me recentrer face à tout cela. Et personnellement, j'ai mentionné tout à l'heure, j'écris beaucoup. Et pour moi, l'écriture est devenue une forme de thérapie. C'est-à-dire, je me parle à moi. Je remets sur du papier peut-être ce que j'ai vécu pendant la journée ou bien pendant l'année scolaire. Et c'est une façon pour moi de traduire les émotions en mots, de transformer ce que j'aime dire, l'invisible en langage. Mais ce n'est pas en fait tout le monde qui a cette force. Ce que je veux dire ici, c'est que chacun d'entre nous, dans son fort intérieur, doit certainement avoir une petite idée de qu'est-ce qui me rendrait un tout petit peu heureux. Qu'est-ce qui allégerait mon poids à chaque fois que je ressens ce fardeau sous mes épaules? Est-ce que je vais prendre une marche? Est-ce que je vais jouer du soccer? Est-ce que je vais me balader avec mes amis? Pour moi, c'est très important. Et en termes de pratique,
moi, je marche beaucoup. Je fais ce qu'on appelle de la marche consciente en famille, avec mes 3 enfants et mon épouse. Je joue du tennis avec ma famille. Tous ces petits rituels, ce sont des bulles d'oxygène. Ce sont des espaces où on respire, où on se retrouve. C'est important de se déconnecter après une longue journée pour prendre du temps pour soi-même, d'abord pour renouveler ses énergies, mais ensuite se remettre à la tâche. S'il n'y a pas ce moment de déconnexion, on va vivre avec un poids éternel et on ne sera pas en mesure de profiter de notre espace et de notre temps en tant qu'enseignant, particulièrement parce que lorsqu'on vient d'un autre pays pour s'installer au Canada et enseigner, on vient d'abord parce qu'on cherche une meilleure qualité de vie. Donc, il y a le facteur économique qui pèse lourd. Maintenant, le facteur professionnel vient s'ajouter. Et si on n'est pas assez discipliné, on peut très rapidement sombrer. Et pour moi, c'est important de garder l'équilibre tant à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'extérieur. Et c'est indispensable pour toute forme de résistance, alors toute forme de résilience sur le long terme. Merci, merci. Et je crois que la prochaine question va bien donner son parcours pour ce que vous allez répondre, là, ce que vous avez déjà répondu, pardon. Quel rôle jouent les réseaux du soutien professionnel et personnel dans le développement de la résilience des enseignants francophones issus de l'immigration? Diana, je veux ici être très, très clair. Ça, c'est un message, j'allais dire une lettre timbrée que j'envoie à tous les enseignants formés à l'étranger, mais tous les enseignants tout court. Oui. C'est important d'intégrer un réseau professionnel. Pourquoi? Parce que en tant que professionnel, on ne peut s'améliorer qu'en échangeant avec d'autres professionnels. Et les réseaux deviennent des espaces de soutien mutuel où on ne vous juge pas. Dans un réseau professionnel, il n'y aura jamais d'évaluation. Un réseau professionnel, pour moi aussi, c'est vraiment un lieu de valorisation de parcours atypiques. Parce que lorsqu'on est issu de l'immigration, très souvent, on a le sentiment qu'on évolue tout seul dans son monde. Et quand on va à la rencontre des autres personnes qui ont plus ou moins vécu les mêmes expériences que nous, et qu'on est en mesure de voir qu'ils ont progressé malgré tout, alors ça nous invite à valoriser davantage les efforts que nous fournissons et surtout de nous dire que nous sommes capables d'atteindre nos objectifs. J'ai une phrase typique que j'utilise d'ailleurs comme une signature dans mes écrits. Un jour, un jour. Ce un jour est plein de sens. Ça veut dire tout simplement que je suis conscient des défis qui sont les miens. Même si ça prendra 15 ans, 20 ans, je finirai par atteindre mon objectif. C'est ça le sens de un jour pour moi. Et comment est-ce que je le fais? C'est à travers des réseaux que je côtoie à chaque fois. Mais aussi, l'idée, c'est de penser qu'un réseau d'action collective peut faire bouger des lignes entre éducateurs, entre praticiens. Lorsqu'on se regroupe et qu'on parle d'une même voix, lorsqu'on parle de nos défis, on est capable effectivement d'utiliser cette plateforme comme une opportunité pour faire bouger les lignes du monde de l'éducation dans notre province et au Canada. Donc pour moi, ce ne sont pas que des structures, les réseaux. Ce sont des communautés d'appartenance. Ce sont des antidotes à la solitude professionnelle parce que la solitude, c'est vraiment, vraiment un gros problème dans le monde de l'éducation. Il faut sortir de là. Absolument, absolument. Maintenant, la prochaine question, je vais vous demander de revenir un peu en arrière à vos humbles, on dit humble beginnings, votre humble départ en enseignement. Donc, vous nous avez partagé que vous avez enseigné en français langue seconde. Et je sais que le sujet de la résilience, on peut le voir tout de suite, vous passionne, vous croyez en cela. Et justement, je vais vous demander de partager un exemple de situation où la résilience a été cruciale pour surmonter les obstacles de l'enseignement de français langue seconde. Je vais vraiment parler, pensez à vous lorsque vous étiez lorsque vous veniez d'arriver, hein, vous étiez issu de l'immigration, français langue seconde. Quel exemple
de résilience pouvez-vous partager à nos auditeurs? Ça, c'est une question très délicate. Il faut que je fouille très, très bien dans mon vécu. Ils sont tellement nombreux. En fait, elles sont nombreuses des opportunités que j'ai eues en tant qu'enseignant de français langue seconde. Et pour moi, un moment marquant, pardon, c'était à mes débuts, lorsque j'essayais d'avoir une meilleure compréhension, tout à l'heure, je l'ai mentionné en début d'émission, des différents types de programmes. Parce que moi, ayant été formé au Cameroun, le français, c'est le français. Rendu au Canada, j'ai dû réapprendre que, surtout en Ontario, oui, on parlait de français langue seconde, mais c'était en fonction du type de programme. Et le curriculum est assez clair là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire, Diana? C'est de prendre du temps, assez de temps, parce que j'avais quand même déjà essuyé quelques observations ou critiques sur ma façon d'enseigner, mais au lieu, en fait, euh, de me culpabiliser personnellement, ou au lieu de culpabiliser, ou alors de me décourager, ce que j'ai fait, j'ai pris la peine de m'asseoir, de parcourir les différents programmes, de poser des questions, parce que c'était important pour moi de me réinventer. Et c'est en faisant cela que j'ai eu, en réalité, une meilleure compréhension des types de programmes qui sont offerts. Et j'étais à même d'enseigner dans ces programmes-là. Mais quand j'arrivais dans mon esprit, le français, c'était le français, et j'avais des attentes très, très élevées vis-à-vis de mes élèves. Parce que le français étant ma première langue, évoluant dans un conseil de langue anglaise, ça va sans dire que mes attentes étaient au-dessus de la demande, de la normale. Et j'ai dû réapprendre tout cela. Et qu'est-ce qui m'a davantage soulagé? C'est le fait que je me suis inspiré des modèles autour de moi. J'ai commencé à me rendre disponible de façon bénévole pour faciliter des ateliers de développement professionnel. J'ai appris beaucoup de tout cela et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des présentations moi-même sur mon expérience et mon vécu en salle de classe. J'ai commencé à écrire des articles. J'ai commencé à simplement donner en retour. Et c'est tout cela qui a permis qu'aujourd'hui, quand je parle de résilience, je parle avec beaucoup de confiance parce que je viens de très loin quand même en tant qu'enseignant issu de l'immigration qui a dû réapprendre tout du système. Mais très souvent, en cachette, en silence. À l'école, c'est sûr qu'on verra toujours ce large sourire, mais à l'intérieur de moi bouillonnait beaucoup de questions. Donc, il y avait ce double ou bien ce triple apprentissage qui se faisait, mais avec une célérité incroyable. Donc, ce faisant, moi, j'ai compris en fait que la reconnaissance authentique vient de l'impact qu'on a sur les autres. Parce qu'en tant qu'enseignant issu de l'immigration, c'est ce que vous aimeriez avoir. Vous aimeriez simplement être un jour assis dans votre salon et parcourir un courriel d'un élève que vous avez tenu pendant 5-6 ans qui vous dit « Mais merci de m'avoir enseigné le français langue seconde. Grâce à vous, je suis… » Et des témoignages comme ceux-là, on en reçoit, j'en reçois personnellement énormément, mais c'est parce que j'ai accepté de me réinventer. C'est parce que j'ai accepté de réapprendre. Donc pour moi, c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant, Diana. Excellent, excellent. C'est très riche comme conseil et comme exemple que vous nous partagez. Donc, merci. Et maintenant, parlons justement de l'identité. Votre identité, vous avez, dès le départ, vous êtes introduit comme étant un Camerounais. Vous avez aussi parlé de l'importance de garder cette fierté de qui nous sommes, nos accents, etc. Comment l'expérience de l'immigration peut-elle devenir une source de force et d'enrichissement dans la pratique de l'enseignement du FLS en Ontario? Pour moi, si je m'appuie sur mon expérience, Diana, je dirais simplement que mon expérience d'immigration, ou alors l'immigration de façon générale, parce que je travaille beaucoup aussi sur le plan communautaire, je suis investi communautairement depuis pratiquement une quinzaine d'années ici dans la grande région de Toronto. Mais ce que l'immigration m'a enseigné, c'est de vivre dans une certaine incertitude, dans un inconfort, dans une remise en question.
et d'avoir une perspective assez ouverte. Parce que pour moi, lorsqu'on regarde le vécu des enseignants formés à l'étranger, on se rend très vite compte qu'ils évoluent, mais pas sur une ligne rectiligne. Ce n'est pas sur une ligne droite, simplement. Leur trajectoire est faite d'oscillations. Et l'immigration, pour moi, est une force. Parce que l'immigration, ou alors mon processus d'intégration, m'a permis de développer des outils très puissants. L'écoute active, j'écoute beaucoup, j'écoute attentivement, parce que l'histoire, ou alors les histoires des autres m'intéressent. Et c'est parce que j'écoute ces histoires que je forge ma propre identité et bien sûr mon bagage professionnel. Mais surtout, un point très important, c'est ma capacité à créer avec peu. Tout à l'heure, j'ai parlé de mon expérience au Cameroun, où j'étais enseignant dans une salle de classe avec 60 élèves qui avaient faim et soif de savoir. Mais je n'avais pas besoin d'un microphone pour m'adresser à ces 60, 80 élèves, simplement parce qu'il y avait cette envie-là. Et on faisait avec le peu qu'on avait. Et ce que j'ai appris, même étant ici dans le contexte canadien, c'est que je suis capable de créer avec le peu que j'ai. Et pour cela, j'ai toujours une très grande posture d'humilité face à l'autre. J'écoute beaucoup, je pose beaucoup de questions et en même temps, je ne sais pas de recentrer tout sur moi parce que c'est en écoutant davantage qu'on s'enrichit. Donc, la posture d'humilité et se dire, je ne connais pas tout. Je suis toujours sur le chemin de l'apprentissage. J'ai commencé ma carrière en 2005. 20 ans après, je continue d'apprendre. Et cette perspective aussi en tant qu'immigrant m'a permis de développer une pédagogie sensible. Tout à l'heure, je parlais de l'écoute, de l'humilité, une pédagogie sensible, être capable de reconnaître la douleur des autres, parce que beaucoup d'élèves qui sont issus de l'immigration, beaucoup d'enseignants qui sont issus de l'immigration souffrent en silence. Mais moi, je sais reconnaître cela parce que c'est ce que mon vécu professionnel et personnel m'a appris. Être capable de reconnaître la douleur et de la transformer comme un levier éducatif, tant pour les enseignants que pour les élèves. Donc, je pense que pour moi, vu sous cet angle, c'est ce que je pourrais partager comme perspective, Diana. Merci, merci. Encore une fois, vos exemples sont très riches et on voit vraiment que vous n'arrêtez pas d'apprendre. On le voit, on le comprend et c'est vraiment riche en tant que personne. Hein, vous nous offrez beaucoup, donc merci encore. On continue sur le même volet, les attentes culturelles. Comment les enseignants peuvent-ils équilibrer les attentes culturelles et professionnelles dans leur pratique quotidienne? Je vais être très direct ici. Je pense que le véritable défi pour les enseignants, c'est de rester fidèle à soi-même, tout en répondant aux exigences du système. Rester fidèle à soi-même, ça veut dire quoi? C'est fidèle à son identité, à qui nous sommes. C'est très important parce qu'en tant qu'enseignant de français, langue seconde, en tant qu'enseignant de langue simplement, nous venons nous-mêmes de quelque part avec un riche bagage culturel et linguistique. Et très souvent, on a l'impression que pour être accepté et reconnu, il faut diluer ces deux bagages-là, linguistique et culturel. Non, il faut rester fidèle à soi-même et en même temps s'arrimer, se mettre au travail pour travailler à répondre aux exigences de notre système éducatif. Et cela exige en fait de développer ce que j'appelle une pédagogie hybride, un espace pédagogique qui, d'abord, respecte nos origines, très important, intègre les savoirs que nous avons ici, et aussi nous donne d'être ouverts sur l'innovation interculturelle. On a beaucoup à apprendre des uns et des autres, énormément. Et donc, c'est dans cette tension, une tension féconde, parce que c'est une tension riche, hein, entre l'enracinement et l'ouverture, parce qu'on doit s'affirmer du point de vue identitaire, mais on doit aussi s'ouvrir aux autres. Donc, c'est dans cette tension que naît, à mon sens, la résilience authentique. Merci, merci.
On va clôturer avec une dernière question. Ici, on va aller vraiment avec un angle pratique. Euh, on aimerait savoir, est-ce qu'il existe d'autres organismes dont la mission est d'accompagner les enseignants exerçant en FLS? Et est-ce que vous avez des ressources ou des formations disponibles que vous pouvez partager pour ces enseignants-là, justement francophones, pour qu'ils puissent atténuer leurs défis face à l'enseignement du FLS, alors français langue seconde? Est-ce que vous en connaissez et que vous pouvez nous en partager? Oui, Diana, outre ACI qui fait un excellent travail d'accompagnement des enseignants issus de l'immigration de façon générale, pour ceux qui sont dans le domaine du français langue seconde, je recommanderais particulièrement l'ACPI, l'Association canadienne des professionnels de l'immersion. Et d'ailleurs, je fais partie du comité consultatif des enseignants formés à l'étranger de l'ACPI. J'ai un mandat de 2 ans qui commence cette année, où effectivement notre mission, c'est d'abord de poser toutes ces questions liées à l'intégration des enseignants formés à l'étranger, mais c'est surtout d'utiliser l'ACPI comme une plateforme de soutien de ces enseignants formés à l'étranger. Donc ça, c'est une invitation à l'attention des enseignants formés à l'étranger d'aller voir un tout petit peu sur le site internet de l'ACPI pour voir qu'est-ce qui peut être offert. Devenez membre et c'est sûr que vous aurez pas mal d'opportunités de développement professionnel, mais aussi des opportunités d'apprentissage et de réseautage. J'ai fait pas mal de conférences pour l'ACPI et c'est toujours plaisant à chaque fois de rencontrer un ou deux enseignants formés à l'étranger à travers le Canada qui s'intéressent naturellement à la question de son développement professionnel. À côté de l'ACPI, il y a l'Association canadienne des professionnels de langue seconde, qui offre beaucoup de formations et de publications. D'ailleurs, j'ai fait une conférence avec eux aussi au mois de mars, il me semble, à Montréal. Donc, c'est vraiment des organismes qui travaillent très, très fort dans l'accompagnement des enseignants de français langue seconde ou bien alors simplement des enseignants de langue seconde au Canada. Il y a le projet Camrise aussi, qui a développé pas mal de ressources et qui invite les enseignants de français langue seconde à devenir eux aussi des co-créateurs de ressources. J'ai été assistant de recherche pour ce projet à l'Université York, au campus de Glendon, pendant à peu près 4 ans. Et je peux vous garantir que Camrise, sous le leadership de professeur Dominique Sheffield-Dunant et Muriel Pégueret, ont développé une base de données importante pour le français langue seconde. Donc, si vous allez sur le site internet de Camrise, vous êtes en mesure de voir une catégorie de ressources qui ont déjà été créées que vous pouvez en fait utiliser. Ce sont des ressources libres service. Donc, c'est libre utilisation. Mais vous pouvez aussi devenir des co-créateurs. Il y a Canadian Parents for French, qui a beaucoup d'initiatives communautaires pour enrichir non seulement l'enseignement, mais l'apprentissage du français. Naturellement, il y a les facultés d'éducation qui travaillent très, très fort à la valorisation de la diversité. Je l'ai mentionné tout à l'heure, je suis un formateur d'enseignants de français langue seconde. Donc, ce travail qui est fait n'est pas négligeable. Donc, voilà, très rapidement, comme ça, à la volée, quelques éléments que je pourrais partager en ce qui concerne l'accompagnement pour le parcours professionnel des enseignants formés à l'étranger, mais aussi les ressources qui sont mises à leur disposition. Parfait. Alors, merci, merci. Je pense qu'on finit sur une note très importante parce que il faut non seulement, oui, écouter les conseils, mais il faut au niveau pratique aller sur ces sites, visiter. Et comme vous avez dit, la CEI fait déjà un très, très bon travail et on voit que vous avez partagé d'autres ressources qui permettront à ces enseignants-là qui veulent s'inscrire pour être enseignants de français langue seconde. Ils vont vraiment pouvoir naviguer dans tout ça et démarrer démarrer sur un bon pied parce qu'on sait que voilà, 20 ans plus tard, il n'y avait pas tout ceci. Donc, ils sont très choyés et je suis sûre qu'ils vont apprécier cet échange que nous avons eu durant ce balado. Donc, merci encore. C'est un honneur de vous avoir parmi nous ce soir et passez une bonne journée. Merci Diana pour l'invitation.